Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Versailles 1919, publié par GMT Games en 2020. Dans ce vidéo, on va voir tout ce qu'on fait là, quand il y a un soulèvement, ce qu'on appelle un uprising dans une région. Alors, on fait quand même pas mal d'affaires, puis c'est un élément clé du jeu, là. C'est notre dernière vidéo de règles, par exemple, déjà. Avec ça, vous allez être majeur et vacciné, prêt à jouer, à voler de vos propres ailes, puis à jouer à Versailles 1919. D'abord, il ne faut pas confondre ce que le jeu appelle de l'unrest et un uprising. Alors, de l'unrest, on peut dire que c'est de la grogne ou du mécontentement dans une région. Et évidemment, plus il y a d'unrest dans une région, plus cette région-là est sujette à se soulever, à faire un uprising. Donc, on peut dire que l'uprising est la conséquence d'une accumulation d'unrest dans une région, mais c'est important de ne pas confondre les deux termes. All right. Allons-y. D'abord, quand est-ce qu'on check pour savoir si une région se soulève? Ben, ça va être via des cartes événements. Donc, vous avez beaucoup d'événements quand même là, qui vont lister là, soit dans la partie du haut ou dans la partie du bas, là, qui vont lister là, ce qu'on appelle, comme on voit ici, le uprising check. Alors, quand la carte dit tout simplement uprising check, puis ça ne dit pas nécessairement quelle région, vous regardez puis vous allez prendre la région qui a le plus d'unrest. Donc, dans la situation qu'on regarde ici, là, si on tirait cette carte-là comme Crisis là, à l'étape 5 du settlage d'un issue, vous feriez un uprising check dans les Balkans. Et l'uprising, les Balkans se soulèveraient là, sur un jet de dés de 4 ou plus. Alors, la valeur qui est ici, là, 6 plus, 5 plus, 4 plus, là, alors évidemment, plus c'est à droite, plus c'est facile là, de réussir l'uprising. Ce chiffre-là, là, c'est la cible quand vous brassez le dé. Si vous brassez ça ou plus, la région se soulève. À noter qu'une région qui est encore dans les colonnes 1 et 2, là, avec le petit X, n'a aucune chance de se soulever. Des fois, vous allez avoir comme cette carte-là, c'est écrit Uprising Check plus 1 to die roll. Alors, vous ajoutez 1 au jet de dés. Alors, la région est encore plus susceptible de se soulever. Si je tirais cette carte-là dans la situation actuelle, là, je ferais un Uprising Check dans les Balkans avec plus 1 au dé. Ça veut dire que sur un 3 ou plus, là, un 3 deviendrait un 4, là, les Balkans se soulèvent. Des fois, c'est le cas sur cette carte-là ici, alors la prochaine personne qui va settler un issue là, à l'étape 2 va faire, je le rappelle, la portion du bas de cet événement-là. Et là, ça dit exceptionnellement Uprising Check in the Middle East. Alors là, la région est nommée, fait que là, on fera un check spécifiquement au Middle East et non pas dans la région qui a le plus d'unrest. Donc, s'il n'y a pas de région qui est nommée, c'est la région qui a le plus d'unrest. Si la région est nommée, c'est cette région-là. Si c'est pas possible, on passe à autre chose. Dans le cas qui nous intéresse, dans le Middle East, ce serait un 6 et plus, et le Middle East se soulèverait. Rappelez-vous, et là c'est évidemment là on va comprendre là, dans cette vidéo-là toute l'importance des unités militaires. Alors si les Américains ont une unité militaire ici, dans les colonnes là, 5, 6 ou 7, donc toutes les nations là, qui ont une unité militaire dans ces colonnes-là ont l'option d'influencer le jet de dés. Il faut prendre cette décision-là avant de brasser. Donc, s'il y a plusieurs joueurs qui ont des unités militaires ici, là, euh, dans le fond, là, on commence avec le joueur qui est à droite du joueur actif. Donc, par exemple, si c'est le British qui est actif en ce moment, là, dont c'est le tour en ce moment, puis s'il y avait deux unités militaires ici là, qui ont la possibilité d'influencer le jet de dés, là, ben, on commencerait par l'Américain. Alors, Américain, qu'est-ce que tu fais? Plus un ou moins un? Italie, t'as pas d'unité militaire ici, on veut pas t'entendre. Et Français, qu'est-ce que tu fais? Plus un ou moins un? Il peut y avoir potentiellement plus 3, moins 3. Là, ça peut aller jusque-là. Là. Il peut y avoir une unité militaire de chaque nation là, dans les colonnes 5, 6 ou 7. Là. Fait que c'est le jet de dés. Fait que vous allez avoir des gens qui vont vouloir jeter de l'huile sur le feu, puis au contraire, il y a des gens qui vont vouloir calmer le jeu avec leurs unités militaires. Là, on va comprendre pourquoi tantôt. Si vous êtes dans une situation comme ça, quand arrive un uprising check normal, ben à ce moment-là, les deux, l'Europe et les Balkans, vont devoir faire un check. Donc, s'il y a égalité là, pour la nation qui a le plus d'unrest,
les deux nations n'y échappent pas, là, les deux vont devoir faire un check. Donc, dans ce cas-là, là, on commencerait par le check de l'Europe. Après ça, on ferait le check des Balkans. On va brasser le dé pour toutes les nations, pour toutes les régions, c'est-à-dire qui sont sujettes à un uprising. Et même si les deux se soulèvent après, là, même si l'Europe se soulève et les Balkans se soulèvent, on commence par faire les jets de dés pour savoir qui se soulève, qui se soulève pas. Puis après ça, on repart au top de la liste. Puis si par exemple l'Europe et les Balkans se sont soulevés, ben là, on va résoudre tout le soulèvement de l'Europe puis après ça, on va résoudre tout le soulèvement des Balkans. Mais les dés sont faits au début, c'est pour préparer les joueurs à dire oh là, faut pas tout que je dépense parce que l'Europe se soulève, mais tout de suite après, les Balkans se soulèvent. Fait que les joueurs savent à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on a affaire à un soulèvement isolé ou on a affaire à un soulèvement dans plusieurs régions? OK. Ça c'est bon. Bon, qu'est-ce qui arrive? Alors là, on a un soulèvement au Balkan. Qu'est-ce qui arrive? Et vous allez voir que c'est pas banal. Ça change le portrait de la game pas mal. Alors, quand il y a un soulèvement, on va regarder quel joueur contrôle le plus de issues dans cette région-là en ce moment. Alors, en ce moment, l'Américain contrôle un issue dans les Balkans. Ça me gosse. Excusez. Je vais arrêter Alors, l'Américain contrôle un issue dans les Balkans, l'Italien en contrôle pas, le Français en contrôle pas. Oh, regardons ça, le Britannique contrôle deux issues dans les Balkans. Alors, c'est le Britannique qui est le joueur ciblé, et le joueur ciblé doit prendre son issue de la région qui a la plus haute valeur. En cas d'égalité, c'est lui qui décide, là. Mais dans ce cas-là, le British n'aurait pas le choix, là. Il est obligé de prendre son issue des Balkans qui vaut 5 points de victoire et il va venir la mettre. Là. Il y a une place spéciale sur le board pour ça qu'on appelle le Unsettled Issue Area. Puis là, on replace tout parce qu'on est OK. Voilà. Alors là, ça veut dire concrètement que le British temporairement vient de perdre le contrôle de ce issue-là, là, et ce issue-là revient temporairement sur la table. Là, on va se chicaner pour cet issue-là temporairement pour savoir elle va se ramasser dans les mains de qui, en fin de compte. Alors c'est gros, là, c'est là, dans le cas du British, là, il vient de perdre là, il y a 5 points de victoire là, potentiellement qui est à risque de perdre, là, puis qui va s'y perd, ça veut dire que ça va s'en aller à un autre joueur. Alors ça peut créer des swings très très importants, là, les uprising checks dans ce jeu-là, là, c'est majeur. Là. Qu'est-ce qui arrive? Et ça arrive souvent. Alors, c'est pas banal, soyez attentifs. Supposons qu'il y a un uprising en Afrique. Là, on check. Bon, le Britannique en a pas, l'Américain en a une. L'Italien en a pas, puis le Français en a une. Donc on a égalité. Là. On a deux joueurs qui ont chacun une issue de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qui subit les foudres du peuple et quel issue euh, se retrouve là unsettled? À ce moment-là, s'il y a égalité, et là vous allez comprendre encore là toute l'importance du militaire, c'est le joueur qui a l'unité militaire dans la région le plus à gauche qui décide. Alors là, on regarderait la ligne de l'Afrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une unité militaire ici? Sinon, y a-t-il quelqu'un qui en a une ici? Alors, le premier qui a une unité militaire là, le plus à gauche, ce joueur-là décide. Et à noter, c'est ça qui est cool, ce joueur-là n'est pas nécessairement un des deux joueurs impactés. Alors, par exemple, c'est un peu fucké, là, mais on va faire l'exemple quand même. Là. Si le Britannique a une unité militaire ici, puis l'Italien a une unité militaire ici, puis qu'il y a un soulèvement, là, je sais que c'est impossible, là, mais mettons que l'Afrique est ici, puis il y a un soulèvement là, improbable en Afrique, là, ben, c'est le Britannique qui va décider entre l'Américain et le Français, lequel des deux va avoir un issue qui va être unsettled. Alors, belle occasion de bash de leader, belle occasion de négociation encore. Fait que, tu sais, là, moi, je suis le Britannique, là, moi, je suis très guidoune dans ces jeux-là, là, comme on dit en bon québécois. Fait que moi, ça va être comme, bon, ben, allez-y, payez-moi. Payez-moi. Fait que c'est qui, là? Américain, tu m'offres 4 cubes. Français, tu m'offres-tu 5 cubes? Tu sais, là, pour empêcher que je prenne ton issue, ben, c'est quand même des gros, gros, gros points de victoire. Si jamais a de, personne n'a d'unité militaire et qu'il y a égalité sur le nombre de issues, à ce moment-là, c'est aléatoire. Fait qu'on brasse un dé, là, puis on se dit celui qui brasse le plus haut, c'est son issue à lui qui est unsettled.
Alors, le joueur dont l'issue est unsettled, c'est toujours la valeur la plus haute de la région qui est touchée. À noter que chaque issue a une région, mais certaines issues vont avoir soit le mot réparation, là, comme on voit ici, là, les pensions des veuves. Alors, c'est dans la thématique, là, les réparations de guerre, là. Fait que ça, à ce moment-là, c'est pas du tout influencé par aucun uprising dans une région. Et il y a des issues aussi de type ligue, comme on voit ici. Alors, ça non plus, c'est pas influencé par les issues, là, par les uprisings dans les régions. Par contre, ces issues-là, vous n'êtes pas au bout de vos peines, vous n'êtes pas à l'abri. Dans certains cas, comme on peut le voir sur cette carte événement-là ici, ça dit là, le texte du bas, là, Unsettle the reparations issue of your choice. Alors, quand cette portion de l'événement du bas là est résolvée, c'est-à-dire ici, là, si la carte était, on va discarter celle-là, si la carte était là, puis j'étais en train de settler un issue, puis j'arrive ici, là, ben là, s'il n'y a pas de cube, encore là, petit résumé, là, s'il n'y a pas de cube ici, c'est le joueur actif. Dans ce cas-là, ce serait le British qui déciderait parce que c'est écrit optionnel. Alors le British n'est pas obligé de le faire. Mais là, voyant qu'il y a juste le français qui a un issue de réparation, probablement qu'il le ferait. Mais s'il y avait eu un cube, par exemple, du français qui avait été là, justement pour protéger sa précieuse issue de réparation. Voyons comment ça que le cube ne peut pas se placer. Le cube refuse de se placer sur le petit carré. Anyway. Alors, si le français avait le cube ici, même si c'est le British qui vient de settler un issue puis qui est le joueur actif, quand on arrive ici, je répète, c'est le français qui a le contrôle. Et là, le français aurait le beau jeu de dire ben, c'est optionnel, alors je le fais pas. Parce que je suis le seul qui a un issue de reparations, puis ça me tente pas. Alors, les issues de reparations et de league peuvent quand même être unsettled, mais seulement via des événements, pas via l'uprising dans les régions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cet issue-là, le up for grabs, ben, en commençant par son contrôleur original, qui dans ce cas-là était le British. En commençant par son contrôleur original, ce contrôleur-là peut bider. Alors, on part une ronde d'enchères, là, et ce contrôleur-là peut bider. Alors, qu'est-ce qu'il doit bider? Euh, il doit bider d'abord et avant tout des unités militaires. Il a le droit de bider zéro. Il a le droit de bider zéro unité militaire, puis de bider un cube d'influence, par exemple. Essentiellement, dans cette ronde d'enchères-là, la priorité est sur les unités militaires et si on veut, le tiebreaker est au niveau des cubes. On va faire un exemple complet. Fait que le Britannique commence, puis bon, il est cheap, admettons, là, puis il dit tiens, moi je bide 2 cubes. Arrive l'Américain, si l'Américain veut parler, ben, faut qu'il bide, en ce moment, il faut qu'il bide plus de cubes que le Britannique, là, fait qu'il va arriver, mettons, puis il va dire moi je bide 3 cubes. Parfait. On arrive à l'italien, l'italien veut corser les choses, accélérer les choses un petit peu, là, puis l'italien lui dit moi je bide une unité militaire. Alors, vu qu'avant on avait 0 unité militaire, l'italien en arrivant avec une unité militaire là, clenche les 2 bids précédentes automatiquement. Et là, quand on arrive au français, si le français veut suivre, là, alors il est obligé de bider une unité militaire lui aussi et minimum 1 cube. On revient au Britannique. Le Britannique n'est pas sorti nécessairement. Le Britannique lui pourrait dire OK, là je bide 2 unités militaires. Il ne serait pas obligé de bider de cube parce qu'il a dépassé en militaire ce qui était présent avant. Donc là, on est rendu à 2 unités militaires. Et là, peut-être que là, des joueurs vont commencer à passer. Là, et quand vous passez, vous êtes out des enchères. Alors là, si l'Américain dit je passe, parfait, il reprend ses cubes. Tout simplement. Seul le gagnant va perdre ce qu'il a décidé de bider. Et là, l'Italien pourrait s'entêter puis dire OK, c'est beau, 2 unités militaires et 1 cube. Si le Français dit I'm out, il ramasse ses choses. Puis là, on arrive au Britannique. Puis là, le Britannique pourrait dire ouais, OK, t'es 2 unités militaires, puis je vais y aller avec 2 cubes. Puis on continue comme ça, là, c'est entre le Britannique puis l'Italien, là. Mais vous comprenez, les unités militaires sont toujours là, la première chose qu'on bide. C'est toujours ce qui a le plus d'importance, c'est toujours ce qui a le plus de priorité. Puis vous pouvez bider le même nombre d'unités militaires que le joueur précédent, mais là, à ce moment-là, vous devez mettre plus de cubes.
Alors, vous pouvez y laisser votre chemise. Le Britannique, là, où tout allait bien, là, cet issue-là était entre ses mains. Soudainement, là, peut se retrouver dans une situation là, où est-ce qu'il va avoir eu à payer, entre guillemets, là, 2 unités militaires et 2 cubes, juste pour ravoir l'issue qu'il y avait depuis le début. Alors, c'est majeur, là. C'est majeur, là, d'où l'importance de déployer des unités militaires quand je disais dans les régions qui vous sont chères. Ça veut dire quoi, ça, les régions qui vous sont chères? Ben, les Balkans, là, c'était cher aux Britanniques. Parce qu'on est capable facilement de voir autour de la table, je suis la personne qui a le plus de issues dans les Balkans. Alors, en cas de soulèvement dans les Balkans, c'est moi qui me fais shafter, comme on dit en bon québécois, là. Alors là, c'est important que le Britannique check ses affaires et déploie une unité militaire dans les Balkans là, pour essayer de protéger le plus possible euh, ses assets, comme on dit. Dans le cas où le Britannique gagne cette enchère-là ici, l'Italien regagne ses choses. Ça ne coûte absolument rien. Et le Britannique, lui, va exhauster tout ça. Alors, c'est comme ça que des unités se ramassent dans l'exhausted box. Alors, il va exhauster dans ce cas-là ses 2 cubes et ses 2 unités militaires. Et là, il regagne son issue original des Balkans et il doit aussi perdre un de happiness par unité militaire qu'il a commise pour gagner la bid. Alors, dans ce cas-là, il y avait 2 unités militaires, alors on reculerait euh, le bonheur du UK de 2. Fait que c'est tout un coup. Il y a des belles opportunités de voler des issues à des gens, mais il y a un coût quand même en bonheur, puis il y a un coût en unité militaire, puis il y a un coût en cube à faire ça. Fait il y a des joueurs dont la stratégie va être plus de, entre guillemets, gagner des issues proprement, là, via les issues qui sont sur la table. Puis tu as toujours des joueurs, on dirait, qui sont tapis dans l'ombre et qui attendent juste qu'une région se soulève pour là, dépenser plus leur cube puis venir voler des issues à d'autres personnes. Souvent peut-être pour un prix moins cher que ça leur aurait coûté de se battre pour de l'influence là, sur la table. OK. Certaines events, euh, certaines issues, je devrais dire, là, comme celle-là ici, là, vous voyez le symbole en bas à gauche de la carte, une espèce de fusil avec un X. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais cette issue-là est unsettled, on ne peut pas bider d'unités militaires, on ne peut bider que des cubes. Alors, si jamais le issue League Voting, là, via un événement, là, est unsettled, là, puis qu'il faut passer à travers le processus de bidding que je parlais, là, ben, dès le premier joueur, dès le contrôleur de l'événement qui amorce le bid, là, il ne peut pas bider d'unité militaire, ça va se résoudre uniquement sur des cubes. Alors, si vous commencez, peut-être mieux d'y aller fort là, pour être sûr que vous allez le gagner. Là, il y a un petit peu moins là, c'est vite passé. Là. Puis les joueurs, évidemment, peuvent bider uniquement les cubes qu'ils ont disponibles. Alors, vous pouvez tomber dans un bad timing où est-ce que vous avez 0 cube disponible, puis il y a une belle issue là, qui vaut 6 points de victoire, qui est unsettled soudainement, là, mais vous n'avez pas ce qu'il faut euh, pour, euh, pour bider là, sur les cartes. Les seules unités militaires que vous pouvez utiliser pour dans le bid, fait que là on oublie là, le chose avec pas de fusil, là. Les seules unités militaires que vous pouvez utiliser dans le bid, c'est soit les unités militaires que vous avez de disponibles ou les unités militaires que vous avez de déployer dans la région qui est l'objet du bid. Alors dans ce cas-là, cette unité-là de l'américain et cette unité-là du français pourraient être utilisées dans la bid contre les Balkans. Alors, si le Britannique a une unité militaire de déployer en Afrique, là, cette unité militaire-là ne peut pas être utilisée dans le bid pour un issue des Balkans. Et non seulement ça, ben, les joueurs qui vont utiliser des unités militaires de la région, là, c'est l'explication du fameux bid 2 qui est ici systématiquement. Ça veut dire que cette unité militaire-là, même si ce n'est qu'un seul disque physique, elle vaut 2 dans le bid. Alors, si on arrive avec ce issue-là, là, puis si l'Américain parle, l'Américain pourrait dire, ben, je décide, je bide 2 de militaires avec l'unité que j'ai ici. Alors là, ça fesse là, les gens qui n'ont pas d'unité militaire dans cette région-là. Il faut qu'ils viennent mettre 2 unités militaires, eux autres, de leur pool disponible pour venir accoter ça. Là.
Alors, des fois, juste avec ça, là, comme joueur, on va être capable de mettre hors de portée une issue, là. Ça, c'est une façon de la gagner de manière relativement cheap, là. Alors, l'Américain, là, en commettant cette unité militaire-là, il vient de monter ça à 2. L'Italien peut encore se battre contre ça, mais c'est plus compliqué parce qu'il voit que l'Américain a aussi 2 10 qui restent disponibles. Alors, l'Américain, à la limite, pourrait bider 4 unités militaires, l'équivalent de 4 unités militaires, 2 pour celle qui est dans la région, puis 2 pour ses unités disponibles. Et la personne qui gagne le issue perd 1 de bonheur par disque qui a été commis. Alors, même si ce disque-là vaut 2 dans l'enchère, il ne fait pas baisser votre bonheur de 2, il fait baisser votre bonheur seulement de 1 si vous gagnez le issue. Alors, très intéressant. Là. Fait que peut-être que dans le premier vidéo, vous avez dit ah, moi, je vais faire ça, là, je vais démobiliser mes unités militaires, je vais aller chercher du bonheur. C'est vrai. Mais quand on disait que vous êtes en position, entre guillemets, de faiblesse par rapport aux autres joueurs, c'est que les unités militaires, pour protéger vos issues, puis pour essayer d'aller piquer des issues à d'autres gens quand il y a des uprisings, là, extrêmement pratique. Extrêmement pratique. Alors, si vous démobilisez vos unités militaires trop vite, puis qu'il vous en reste juste une, vous allez souvent, souvent, souvent être outbidé par tout le monde. Et je souhaite pour vous que vous n'ayez pas trop de issues qui soient unsettled parce que vous ne les reverrez pas probablement ces issues-là. Vous n'aurez tout simplement pas la force militaire pour essayer de backer ça. Là. Des fois, on déploie 2. Si c'est pas 3 unités militaires sur la map, on choisit pas toujours les régions des issues qu'on gagne. Fait que des fois, bien malgré nous, on va avoir 3 issues de l'Europe. Puis là, pour bien faire, là, l'unrest en Europe est fort. Fait que l'unrest est fort à risque de subir un uprising. Là, on se dit, oh my god, je vais perdre une unité. Fait que c'est pour ça. Fait que déployer ici, encore là, quand je l'expliquais dans l'autre vidéo, ça va pas l'air super le fun. Tu sais, ah, je perds 4 de happiness, jamais je vais déployer une unité militaire ici. Mais rappelez-vous, là, si vous êtes ici, je l'ai dit à un moment donné, là, mais vous êtes le roi de la région. Là. Fait que vous pouvez influencer le jet. Cette unité-là vaut 2 si jamais vous bidez pour des affaires là-dedans. Et si jamais à un moment donné, là, la personne qui a le plus de issues dans cette région-là, les 2 joueurs ont le même nombre de issues dans cette région-là, puis c'est eux autres qui en ont le plus, ben c'est vous qui décidez. Là. Personne ne peut aller plus à gauche que ça. Là. Alors si vous allez vous parker là, dans cette région-là, dès le début de la game, vous savez que personne va pouvoir venir prendre votre place. Là. Et en cas d'égalité, pour séparer là, le fameux tiebreaker, là, si jamais l'Europe l'Europe fait un uprising, puis 2 joueurs ont 2 issues en Europe, dans ce cas-là, c'est le Britannique qui décide, c'est lui qui a l'unité militaire la plus à gauche. Et une fois que tout ça est fait, alors là, par exemple, le Britannique regagne, mettons, son issue de peine et de misère. Alors, ce qu'on va faire, ça, c'est une autre petite mécanique très intéressante. C'est qu'on va venir augmenter le fameux powder keg, le fameux baril de cette région-là. On l'augmente de 1. Ce baril-là ne peut jamais dépasser cette case-là, telle qu'indiquée par l'entête ici. Donc, on commence par augmenter le powder keg de 1 et ensuite, on va ramener l'unrest le plus à gauche possible, en se rappelant que l'unrest ne peut jamais aller dans la même case que le powder keg. Donc, le powder keg est un peu l'équivalent à gauche de ce que les military units sont à droite. C'est un mur. Alors, l'unrest ne peut pas aller plus à gauche que le powder keg. Alors, ça veut dire que malgré le fait que là, le peuple s'est calmé, il va toujours rester un petit résiduel de frustration du peuple européen. Et le peuple européen va devenir de plus en plus facile à fâcher. Là. Fait qu'une région dont le powder keg est ici, là, même après un soulèvement qui vient de se terminer, là, l'UNRES recule ici. Là, encore là, sur un 5 ou plus, la région pourrait se soulever une fois de plus. Là. Alors, des fois, le UNRES va être squeezé en sandwich comme ça entre le powder keg et une unité militaire, mais même là, il y a un 5 ou plus là, sans les modifiers qui va faire que la région va se soulever. Alors, plus une région se soulève dans une game, plus elle est susceptible de se soulever à nouveau. Alors, vous n'êtes pas au bout de vos peines, c'est un pensez-y bien. Et ça, je dois dire que c'est une belle mécanique, c'est une belle dynamique. Ça crée quand même de la tension, ça crée des décisions. Est-ce que je déploie du militaire dans cette région-là? Est-ce que je déploie mon militaire défensivement ou agressivement? Est-ce que je vais protéger les régions dans lesquelles j'ai beaucoup de issues? Ou si au contraire, je vais déployer mon militaire dans des régions où j'ai même pas de issues pour aller en gagner?
puis outbider les autres. Alors, il y a une belle petite dynamique intéressante quand même là-dedans. Et une fois que le powder keg a augmenté de 1, que le unrest est revenu ici, la personne qui a gagné le issue rechoisit une option, même si c'était son contrôleur original. Fait que dans ce cas-là, on présume, ben pas on présume, le Britannique à l'époque où il avait gagné le issue avait choisi quelque chose. Et là, même si c'est lui qui regagne ce issue-là, il rechoisit. Et on refait tout ce qui est écrit dans l'option qu'il a choisie. Alors, si le Britannique, dans ce cas-là, choisit l'option 3, là, on va refaire descendre le bonheur du français de 1, puis on va venir ajouter 2 d'unrest dans les Balkans. Dans ce cas-là, c'est pas possible, mettons, parce qu'il y a des unités là, là. Mais s'il avait choisi cette option-là, là, on serait venu ici, puis on aurait mis un jeton de ça, puis un jeton de ça. Puis on aurait augmenté l'unrest en Europe de 1. Alors, si l'unrest de la région augmente, là, ça se fait après qu'on a reculé l'unrest collé sur le powder keg, et là, ça augmente, mais des fois, la région est encore sur le bord de péter, là. Alors, c'est vraiment, là, voilà, ça arrive souvent dans une game, là, quand même, là. Attendez-vous que ça arrive, my God, je sais pas, peut-être entre 5 et 10 fois par game. C'est pas anecdotique, là, ça arrive souvent, là. On va voir, la prochaine vidéo, on va faire la revue des événements, là. Euh, à l'œil comme ça, là, il y a peut-être 50% des événements qui ont le texte Uprising Check. Alors, un moment donné, là, même si c'est tough, puis tout le monde est chicken, puis tout le monde enlève un, soustrait un au dé pour éviter que ça se produise, ça va finir par se produire. Et je l'ai dit dans le tout premier vidéo, je pense, là, mais dès qu'on résout le tout premier Uprising de la game, alors là, c'est l'heure de choisir notre carte stratégie. Fait que, tu sais, il y a un peu de la game qui s'est passée, là, comme je disais dans le premier vidéo, vous avez peut-être le quart de la game qui est passé à ce moment-là. Vous avez déjà des issues, vous avez il y a déjà des tokens qui sont sur les cartes d'un peu tout le monde, là. Alors là, c'est le temps. Dès que le premier uprising est complètement résolu, là, les joueurs vont se choisir une carte stratégie, là. Je vais juste retourner voir dans quel ordre. Je le sais que c'est un mécanisme de catch-up. Puis c'est la personne qui a le moins de points de victoire, mais je vais aller voir qu'est-ce qui arrive en cas d'égalité. Je reviens. Alors, à ce moment-là, les joueurs vont juste compter le nombre de points de victoire qu'ils ont sur les issues qu'ils contrôlent. OK, that's it, on ne check pas le bonheur, on ne check pas rien, là. Fait que dans ce cas-là, le British aurait 7, 12, 17, l'Américain aurait 11, lui ici aurait 13, puis lui ici aurait 15. Alors, ce serait l'Américain en premier, étant donné que c'est lui qui a le moins de points de victoire sur les issues qu'il contrôle, qui viendrait choisir. Lui aurait l'embarras du choix à travers les 5 cartes. Ensuite, on irait là, celui qui en a le moins après ça. Fait qu'on disait que lui, il en avait 15, alors ce serait le français en deuxième. Ensuite, ce serait l'italien. Et le, le, le britannique fermerait la marche. En cas d'égalité, si vous avez deux joueurs qui ont le même total, c'est le joueur le plus proche de l'active player. Et ça inclut l'active player. Donc, si l'active player fait partie des joueurs qui sont à égalité, c'est lui qui y va en premier. Puis après ça, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour savoir, là, parmi les joueurs qui sont à égalité, lequel est le prochain qui va choisir sa carte. Fait que d'avoir un départ canon dans ce jeu-là, c'est pas nécessairement l'idéal parce que si vous êtes comme le British en ce moment, celui qui a le plus de points de victoire, vous allez choisir votre carte en dernier. Et au moment où vous allez choisir, il va rester juste deux cartes. Et c'est une grande source de points de victoire, ça, dans le décompte final, là. Euh, des fois, ça peut être l'équivalent de peut-être 20 points de victoire, quelque chose de même, là. Fait que ça vaut quasiment 3-4 échiots à elle toute seule, cette carte-là. Fait que si vous prenez la carte crappy, si vous êtes pogné avec la carte poche que personne ne voulait, par rapport à ceux qui ont jumpé là, sur les cartes très payantes parce qu'il y avait déjà beaucoup de tokens avec ces icônes-là sur le jeu, là, vous pouvez être dans un désavantage quand même assez sérieux. Alors voilà, ma foi, je pense, ai-je tout couvert? Oui. Fait que, fait que c'est ça. Et là, on peut comprendre aussi comment le happiness descend rapidement. Fait que, tu sais, non seulement là, on fait souvent descendre le happiness quand quelqu'un gagne un issue qui était sur la table, puis choisit une option. Souvent, le happiness va descendre.
Mais si cette carte-là est unsettled, puis cette carte-là est regagnée par quelqu'un, vu qu'il refait l'option, ben des fois, le happiness des joueurs va continuer de descendre, là. Fait que vous n'êtes pas au bout de vos peines, là. C'est comme ça que l'unrest monte vite, puis c'est comme ça que le happiness descend rapidement, parce que souvent, pour la même issue, on peut activer les effets là, 2 fois, là. Fait que ça drop vite, là. Même si 20 de happiness, ça semble beaucoup, là, croyez-en mon expérience, c'est pas gros, là. Fait que voilà, c'était la mécanique de résolution d'un uprising. On n'a pas fini avec le jeu quand même. Vous pouvez poursuivre dans la playlist, le prochain vidéo. On fait la revue des cartes événements rapidement. Puis il y a des trucs quand même uniques, puis il y a des trucs qui reviennent. Là, je vais les classer d'une certaine façon. Pas que ce soit trop long, là, mais les petites cartes événements, on va faire le tour de ça pour voir quelle surprise ça vous réserve. À plus!